Un bel exemple d'optimisme et d'amour paternel nous est donné par M. Edgar Mauffray. Je rappelle en quelques mots les circonstances. Raymond Mauffray, journaliste à l'agence France Presse, et travaillant d'ailleurs pour divers journaux, était parti faire diverses expéditions dans la forêt guyanaise qui est encore assez mal connue, cette forêt amazonienne qui reste un grand mystère pour beaucoup d'explorateurs, bien que de nombreux parcours aient déjà été reconnus et inventoriés dans celle-ci. Et Raymond Mauffray, en 1950, a disparu. On a retrouvé de lui seulement un fusil de chasse, une carabine, disons, et un carnet de route. Edgar Mauffray, son père, qui était comptable à l'Arsenal de Toulon, a décidé de partir pour essayer de retrouver les traces de son fils et de retrouver le corps de son fils, mort ou vivant. Edgar Mauffray est aujourd'hui à notre micro. Edgar Mauffray, voulez-vous nous dire pour quelles raisons vous êtes parti? Quelle était votre conviction en partant? Ma conviction était qu'il avait été retrouvé une trace de mon fils à 40 km environ de l'endroit où il s'était mis à la nage pour rejoindre un poste nommé Bienvenue sur le Camopi. Alors, ayant fait, à mon avis, 40 km, il pouvait très bien encore en faire 30. S'il n'est pas arrivé là... 30 km à la nage? Oui, il devait en faire 70. Mais enfin, d'après les dernières traces qu'on en a retrouvées, il en avait fait déjà 40. Dans le sens du courant? Dans le sens du courant, oui. Moi, il avait dû souvent passer par les marécages ou par la forêt, parce que la rivière j'ai refait entièrement son tracé. C'est impossible de faire ça à la nage, tout le long du chemin, tout au moins, parce que c'est tellement enchevêtré de végétation que c'est pas possible. Donc il fallait souvent qu'il contourne par les marécages ou par la forêt. Alors moi je suppose que mon fils a été rencontré, malade il l'était, il dit bien dans son carnet de route qu'il était déjà malade quand il est parti, puisque c'est pour ça qu'il abandonne ses affaires. Je suppose qu'il a rencontré ces fameux Indiens Oreilles-à-Couler, dit les longues oreilles, dont on parle beaucoup, mais que personne n'a vu, à part monsieur le docteur Billard, qui est docteur sur le Maroni. Lui les a seulement aperçus. Mais maintenant, je viens de faire la dernière expédition que j'ai faite, partie de l'Amazone, j'ai remonté l'Orio-Parou, traversé les Tumucumac, ensuite la Guyane hollandaise par l'Orio-Palomon, Tapanaoni, Maroni. Tout le long du chemin, j'ai demandé aux Indiens s'ils connaissaient, mais eux-mêmes m'en ont parlé d'ailleurs, m'ont parlé eux-mêmes des oreilles coulées, sans que je leur demande rien. Alors ça m'a ouvert l'œil et ensuite je me suis renseigné sur toutes les tribus. Cependant, quand vous avez décidé de monter ces expéditions pour retrouver votre fils, vous fondiez votre conviction qu'il pouvait être vivant sur d'autres choses. Et je pense en l'occurrence à ce dont a parlé la presse beaucoup, c'est-à-dire les convictions, disons, n'est-ce pas, d'un radiesthésiste qui vous avait dit « votre fils est vivant ». Qu'en pensez-vous? Bon, il y a... Dans un sens, sur certains points, je crois à la radiesthésie. Mais la preuve que je n'y crois pas entièrement, c'est-à-dire que la radiesthésie peut se tromper aussi bien. Si j'avais cru réellement seulement à la radiesthésie, je n'aurais pas fait 5 ou 7 expéditions dans le sud de l'Amazone où je n'avais rien à faire, parce que les radiesthésistes me le situaient en Guyane française, dans le nord. Seulement, on arrive après la première expédition, j'ai remonté l'Orio-Jarry, traversé les Tumucumac, arrivé au Maroni. En arrivant à Saint-Laurent-du-Maroni, j'apprends que mon fils a été vu sur l'Amazone. Comme c'était la saison des pluies, on me dit, vous pouvez pas maintenant aller sur l'Oyapock où votre fils a disparu, il faut attendre. J'ai décidé alors d'aller sur l'Amazone. Je suis allé à Linquer, on avait dit qu'on avait vu mon fils. Arrivé à Linquer, je monte dans la montagne chez le Fazenberg qui avait soi-disant hébergé mon fils. D'après la photo, il me dit que c'est lui. Seulement, nous n'étions pas d'accord pour la couleur des cheveux ni des yeux. Puis, d'autant plus qu'il me dit que c'était un homme qui faisait un peu tout de ses mains. Il avait un moteur, il l'avait réparé. Or, mon fils n'a jamais touché un moteur de sa vie, ni une clé à molette. Alors, ce n'était pas ça. Ensuite, je reviens. On me dit qu'il a remonté l'Orio Maïkourou. Ça va vers la Guyane hollandaise.
Je remonte le rio Maïkourou. Je trouve 6 tribus d'Indiens, mais je n'ai pas vu mon fils. Je redescends, on me dit qu'on l'a vu sur le rio Octère. Je vais sur le rio Octère, rien. Ensuite, un télégramme à Montalegre m'annonce, un télégramme de Rio me dit que mon fils a été vu par 2 explorateurs, un Allemand et un Belge, von Toati et van Landwitz, entre le rio Tapajos et le rio Maoès, donc du côté sud de l'Amazone. J'ai dit, je vais y aller. Alors, je suis allé là. D'abord, je suis allé à Maoès, j'ai exploré tout le rio Maoès. Ensuite, le rio Amana, où on m'a coulé le canot parce que les cabocles brésiliens ne voulaient plus continuer. Enfin, pour trouver la fameuse tribu où, soi-disant, ces explorateurs situaient mon fils, j'ai fait 5 expéditions, puis je n'ai rien trouvé. Mais cependant, on a écrit plus exactement, que vous aviez cru rencontrer votre fils, n'est-ce pas, sur une rivière, là-bas, de l'Amazone, oui. et que vous l'aviez appelé, oui. Qu'il y avait eu un malentendu à ce sujet-là. Oui, ça c'était la première expédition, sur le rio Jarry. Nous venions de quitter le Saint-Antoine de Jarry. C'est une chute, cachoire de Saint-Antoine de Jarry. C'est une chute qui a 30 mètres de haut. Alors, il faut passer de l'autre côté, bien entendu. Arrivé près du cachoir Itacara, nous croisons une barque qui descendait. Le courant, c'était un rapide, ils allaient très vite. Il y avait, je crois, 3 noirs, et puis au milieu, il y avait une personne qui était un peu plus blanche que les autres. Instinctivement, je me suis levé, j'ai dit Raymond, comme c'était quand même à environ 30 ou 40 mètres, on ne peut pas bien distinguer, j'ai appelé Raymond. Mais la personne en question ne s'est même pas adressée du canot, n'a rien répondu du tout. Et j'ai compris après que je m'étais trompé, c'était pas la peine que j'insiste. Vous n'êtes pas revenu sur vos pas? Non, parce que j'ai compris que ce n'était pas lui. Et d'autant plus que si ça avait été lui, de toute façon, dans la même journée, lui serait arrivé à Saint-Antoine de Jarry, où il y a les garimpères, les chercheurs d'or, qui ont là un village, pour ainsi dire, et un commerçant qui leur vend tout, qui leur achète l'or et qui leur vend tout ce qu'il leur faut pour monter un forêt ensuite. Je lui avais donné une photo de mon fils. Alors, il aurait vu que c'était mon fils, il aurait vu un blanc, il était reconnaissable, des cheveux blonds, enfin plutôt pâles, des yeux marrons, il ne ressemblait en rien à un Brésilien. Alors, nous sommes restés à Itacara, parce qu'à Itacara, pour passer ce rapide, il faut une journée. Il faut passer le canot environ pendant 800 mètres dans la forêt. Donc, vous arrivez le jour, mais le jour même, vous ne repartez que le lendemain soir. Alors, à ce moment-là, mon fils aussi aurait pu venir me voir. Si le patron avait reconnu mon fils, il serait même venu lui-même me voir. Il avait tout le temps. Et puis, ce blanc, que j'ai cru un blanc, avait passé aussi à Itacara, où également il y a un commerce. Et le patron, je lui ai dit, quel est ce blanc qui a passé tout à l'heure dans le canot? Ah, il dit, c'est un Brésilien. Un Brésilien qui a été chercher de l'or, mais il retourne, il descend avec les autres. Vous avez donc fait 5 expéditions, et or, vous n'aviez aucune formation j'en ai fait 12 expéditions. J'en ai fait 5, seulement dans le territoire sud de l'Amazone, pour voir une seule tribu, que j'ai fini par voir. Mais ensuite, en tout, j'en ai fait 12. Et vous n'aviez aucune formation professionnelle, dirais-je? Ah non, absolument pas. Vous êtes parti comme ça à l'aventure, mais ça coûte très cher une expédition. Ah oui. Alors comment avez-vous fait? Je suis parti d'abord. Je n'avais que... Quand je suis arrivé à Paris, je n'avais que 54 000 francs. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Alors, j'avais une photographie de mon fils qui était restée à la revue Point de Vue, ici à Paris. Je suis allé voir pour la revue pour avoir la photo de mon fils. On m'a demandé si je faisais un récit de mes voyages, si j'allais écrire mes voyages. J'ai dit que non, je n'étais pas journaliste, je n'avais rien à écrire, ce n'était pas mon métier. On m'a dit, mais si par exemple on vous avançait un peu d'argent, est-ce que vous consentiriez à nous envoyer vos notes? J'ai dit, alors là, ça change. Ils m'ont d'abord avancé 50 000 francs, puis ensuite ils m'en ont envoyé d'autres. Et voilà pourquoi d'ailleurs j'ai écrit un journal à la revue Point de Vue, sinon je n'aurais jamais écrit. Ça fait que je suis parti avec 104 000 francs au lieu de 50 000. Non. Vous êtes admirable. Est-ce que... je vais vous poser une question qui vous paraîtra stupide
et qui détonnera un peu dans le thème de cette émission même, n'est-ce pas? Mais enfin, elle me vient quand même sur le bout de la langue, il faut bien que je la formule. Est-ce que vous croyez que votre fils est encore vivant? Je le crois. Je le crois. Je ne peux pas dire j'en suis certain, mais je le crois. Alors comment expliqueriez-vous qu'il n'ait pas eu depuis de contact avec le monde vivant, enfin disons le monde occidental? Oui, parce que cette fameuse tribu d'Oriacoulé, je me trompe toujours avec ces noms, ne veut avoir aucun rapport avec la civilisation. Or, si mon fils sort de chez eux, automatiquement, on saura où ils sont. C'est peut-être pour ça que ces Indiens ne veulent pas le laisser partir. Vous croyez donc qu'il est prisonnier? Ah oui, à mon avis, oui. Ou il est prisonnier, ou... non. Amnésique, je ne crois pas qu'il soit amnésique. Enfin, c'est possible, mais je ne pense pas. Moi, s'il est avec eux, c'est qu'on ne veut pas le lâcher, pour la seule raison que ces Indiens ne veulent pas faire savoir où ils vivent. Et comment se présente cette forêt guyanaise que vous avez parcourue un peu en long et en large maintenant? Elle est très, très épaisse. C'est pour ainsi dire inextricable. Surtout sur les rives, vous savez, pour entrer là-dedans, dans cette forêt, c'est inextricable. Il faut continuellement faire son chemin au sabre d'abattis. Mais on a dit que votre fils, s'il était mort, n'est-ce pas, était mort de faim. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ça c'est très possible. Parce je suis allé, je vous l'ai dit, à l'endroit où il a disparu. J'ai essayé de pêcher, je n'ai absolument rien pêché. Nous avons chassé. J'étais avec Jean Sanchez, et puis 4 Indiens. Nous n'avons absolument rien tué, à part des caïmans et des lézards. C'est tout. Les caïmans, ça peut se manger à la rigueur. Ah oui, oui, oui. Enfin, ceux qui sont bons sont les petits, 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres. Les autres, après, alors, c'est un peu dur, on mange que la queue. Mais la faune n'est pas très dense. Ah si. Il y a beaucoup d'animaux? Ah non, pardon, excusez-moi, non, il n'y a pas énormément d'animaux, non. Non, il y a quelques jaguars, mais on les entend de temps à autre, mais pas plus. Il y a quelques serpents, mais vous savez, ce n'est pas tout ce qu'on a raconté. Moi, je n'ai jamais vu des serpents tous les 10 mètres ou tous les 50 mètres. J'en ai vu, mais pas souvent. Ce qu'il y a le plus à craindre, pour moi, ce que je crains le plus, du moins, ce sont les moustiques, les araignées, les scorpions. Et cependant, vous n'avez jamais été piqué? Ah oui, j'ai été piqué par les scorpions, un peu par les araignées et les moustiques. Alors là, n'en parlons pas, c'est obligatoire. Oui, mais enfin, on n'en meurt pas. Ah non, ça donne la fièvre, c'est tout. Et du moment qu'on se soigne bien, si on prend de la nivaquine, camokine, enfin, tous les remèdes. Et alors, pour vivre dans ces forêts guyanaises, il faut, d'après ce que vous m'avez dit tout à l'heure, plus exactement, il ne faut absolument pas partir avec une carabine, n'est-ce pas? Non, il faut un fusil de chasse. C'est le seul moyen. Car le fusil de chasse permet de tuer le plus petit animal. Oui, voilà, c'est ça. Le plus petit et même le plus gros. Alors qu'une carabine, par exemple 22 long rifle, comme mon fils avait, et comme moi j'ai eu à ce dernier voyage, mais seulement, j'avais une carabine 22 long rifle, mais j'avais aussi le fusil de chasse. Seul le fusil de chasse m'a servi à quelque chose. La carabine, j'ai jamais rien pu tuer avec. Alors, ces Indiens que vous supposez séquestrer votre fils, vous n'avez pas encore pu réussir à prendre des contacts avec eux. Ah non. Et c'est la raison pour laquelle vous allez repartir. Voilà, c'est ça. Alors là, je vais établir un dépôt de vivres à l'endroit où il a laissé ses bagages. Et je vais rayonner tout le long des Tumucumac et dans la région inexplorée. Et c'est là, si ces Indiens existent vraiment, c'est là que je les trouverai. Eh bien, Edgar Mauffray, il me reste à vous souhaiter une prompte et rapide réussite à tant d'efforts qui ont tant mérité et qui stimulent notre admiration à tous. Je vous remercie bien, mais c'est tout naturel, c'est mon fils que je cherche.